Le SIC podcast en mode Rocket et le Rocket en mode bilan, veut pas plus tôt cette semaine. Quelques jours ont passé déjà, mais moi et Cédric, on y va d'un dernier podcast pour discuter là, de la saison 2025-2026 du Rocket de Laval. Plusieurs sujets, élimination en demi-finale de la section nord face aux Marlies de Toronto. Est-ce un gros constat d'échec? On va en discuter avec Cédric Blondin. Également l'avenir d'Alex Belzile, Samuel Blais, le statut de plus jeunes joueurs comme Jared Davidson, Joshua Roy et évidemment les noms qui vont retenir beaucoup d'attention au cours de l'été dans l'organisation des Canadiens, Adam Engstrom et David Reinbacher. On va jaser un petit peu de Jacob Fowler. Bref, on va prendre le temps de discuter de tous les sujets et évidemment de cette élimination du Rocket de Laval qui est présentement en mode vacances et nous, on est en mode Rocket. Bon épisode. Le SIC Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. La voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle fin de semaine devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Reinbacher! Bien le bonjour, bien Salut. Le bonsoir, bien le bonsoir, tout dépendant, vous nous écoutez quand. Nous, on enregistre ça le vendredi 15 mai. Quoi, Cédric? 5 jours, 6 jours? 6 jours yes. après l'élimination du Rocket, au moins des Marlies de Toronto. Salutations à toi. Salut, comment ça va? Ça va. Je réfléchissais à ça sous la douche, juste avant notre entrée en ondes. Ouais, je réfléchis beaucoup sous la douche, ça, et lorsque je conduis. Tu conduis sous la douche? Non, ça arrive rarement. Mais non, c'est correct de ne pas avoir nécessairement fait ce bilan là, sous le coup de l'émotion, parce que l'émotion des scripteurs analystes d'une équipe, il y en a également. Négative, positive, c'est selon. On a laissé la poussière retomber. Je suis persuadé que dans l'organisation, c'est la même chose. On a tenu notre bilan lundi matin et même en début d'après-midi. Là, c'est assez long, un bilan de fin de saison où tous les joueurs... C'était court cette année, honnêtement. Ouais. À 11 heures, on avait terminé parce qu'il y avait 4 joueurs qu'on n'a pas rencontrés. Les 4 joueurs qui ont été rappelés comme les Black Aces, on ne les a pas rencontrés. Reinbacher, Engstrom, Beck et Jacky. Donc, ça a écourté vraiment la journée, honnêtement. Ben sinon, c'est une grosse journée pour Pascal Vincent qui rencontre chacun de ses joueurs, les fameux exit meetings, là, avant que chacun des joueurs là, se rende à leur domicile. Certains sont allés au championnat mondial, comme Vincent Schroer avec l'Autriche et Philippe Méchard avec la Slovaquie. Tant mieux pour ces deux-là. Tant mieux pour ces deux-là d'ailleurs. Méchard qui a très très peu joué dans la fin de saison, sinon pas du tout en séries éliminatoires. Ça va lui permettre de jouer un peu, de retrouver sa confiance avec la Slovaquie. On commence avec quoi, Ced? Ça se peut qu'on s'éparpille un peu aujourd'hui, mais on va commencer bien évidemment avec l'élimination. Qu'en dis-tu? Oui, exact. C'est ça que j'allais te proposer. Là, évidemment, c'est le sujet principal avant de revenir sur cette saison, cette élimination en 5 matchs. Donc, ta prédiction était pinpoint. Était directement dans le mille. Je savais que ça allait se rendre à la limite, cette série-là. Il y a tellement de manières de brasser cette soupe-là de l'élimination des Marlies de Toronto. D'un point de vue positif, ou quand tu te compares, tu te consoles, c'est assez fou les surprises qu'il peut y avoir dans la Ligue américaine. Cédric, les séries éliminatoires de la Coupe Calder. Quand tu regardes les 4 champions de section, il y a juste une équipe encore en lice pour remporter la Coupe Calder, et c'est les Griffins de Grand Rapids. Sinon, le Rank de l'Ontario, c'est terminé dans la Pacifique. Les Browns de Providence, c'est terminé dans l'Atlantique. Et le Rocket de Laval, c'est terminé dans la section Nord. Alors, des choses comme ça, ils s'en passent à chaque année, mais c'est assez débile cette année quand même. Les têtes de série, comme on peut appeler dans le tennis, par exemple, ça tombe en demi-finale de section. Oui, 100%, Vincent. Écoute, moi, la première des choses qui me vient en tête dans cette élimination-là, puis c'est un peu le même mot qu'on entendait lors du bilan lundi, c'est que ce qui est dommage dans tout ça, c'est que ce que le Rocket ne contrôlait pas cette année,
ne contrôlait pas, mais que n'était pas capable de gérer ou de bien gérer, si on veut, parce que ça arrivait par moments qu'on était capable de le gérer, mais c'est revenu en série, c'est là que ça a coûté. Combien de fois cette année, on a parlé de l'indiscipline? Ça, c'est la première des choses. Combien de fois cette année, on a parlé que cette équipe-là n'était pas capable d'aller chercher des buts de confort pour être capable de se détacher des autres équipes en deuxième moitié de saison, plus particulièrement. Et là, ça a coûté. Puis dans les moments cruciaux, c'est là aussi là, que tu peux voir peut-être le manque avec que ce soit un Fowler, un Reinbacker dans le dernier match aussi, ou en deuxième moitié de saison avec les blessures. Il y avait un manque à certains endroits, un manque de maturité dans la gestion de match. Puis c'est là que c'est dommage parce que je pense que le Rocket avait le sort entre ses mains pour passer les Marlies. Et on a vu la débâcle du match 2. Oui, je comprends que c'est facile de parler de la game numéro 2, mais en même temps, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le Rocket a toujours bien géré les avances. Tu sais, quand tu arrives en troisième période, tu mènes 2-1, ont toujours bien fait ça cette année. Je l'ai discuté à expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette troisième période du match ultime à la Place Belle, où c'est un groupe qui jouait pour ne pas perdre. On n'a pas vu ça souvent cette année, puis on s'entend que c'était... Tu sais, c'est bien rare que c'est quasiment jamais arrivé cette année qu'on a remis en question ce que Pascal Vincent a fait. Tu sais que moi, la décision d'envoyer Dubinsky dans la mêlée, je l'ai pas aimé. Puis c'est facile à dire après, mais tu le sais que je l'ai dit avant. Ça. Ouais. Fallait faire... On n'était pas d'accord en plus, mais après coup, j'ai pas le choix d'admettre que tu avais raison parce que c'est son jeu sur le but égalisateur qui était inscrit par Reece Johnson qui a tourné le match. Il s'est-tu fait battre facilement? Tu sais, je veux dire... Tu sais, à la limite, si le gars arrive dans le match que tu lui as donné en saison régulière, puis il est comme Luke Middlestad était à son premier match. Mais le premier match que Dubinsky a joué, le dernier match de l'année, je l'ai trouvé nerveux. J'ai trouvé que ça... Pas nécessairement que ça allait vite pour lui, mais avec la rondelle, c'était compliqué. Là, je comprends que fallait que tu fasses un choix de vétéran. Tu pouvais pas envoyer et Jacobs et Arsenault dans la formation parce que tu avais une limite, mais tu sais, évidemment qu'il y en a qui voulaient Arsenault dans la formation. J'aurais préféré avoir un défenseur d'expérience à ce moment-là. Puis peut-être qu'après la deuxième période, Pascal Vincent s'est dit « Ouais, dans une optique où je protège un avance, j'aimerais mieux avoir Jacobs que Dubinsky. » Puis c'est facile à dire après, mais c'est quand même ça. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un groupe qui se débarrassait beaucoup de la rondelle en troisième période du match ultime. La série était disponible pour le Rocket. Puis oui, il y a l'indiscipline du match numéro 2. Peut-être que la série aurait jamais dû se rendre à la limite. Mais c'est un groupe qui était pas sharp, n'était pas connecté en troisième période samedi passé. 100%. Et parlant de la troisième période, tu comptes mes doigts en ce moment, là? Ouais, 3 tirs, 3 chances de marquer. Il n'y en a aucun dans les 4 dernières minutes de jeu. Alors que tu sais de l'arrière. On faisait pas de jeu. On faisait que lober la rondelle en zone neutre. Constamment. Je veux dire, ce qui m'a déçu, c'est qu'on passait aucun temps en zone offensive. C'est ta meilleure défense, ça. Ouais. De passer du temps creux dans le territoire de l'adversaire. Qu'est-ce que tu penses que Springfield ont fait comme contre Providence pour les battre? Puis en plus de ça, Vincent, ce qui vient de me flasher et qui me trotte dans la tête depuis une semaine, là, c'est qu'Aktiamov a été blessé. Hein? En milieu troisième. On n'a même pas été capable de l'attaquer au filet. Pas de l'attaquer, mais on se comprend, de converger vers le filet pour le déranger. Visiblement, qu'il était ébranlé, mais il ne reçoit aucun lancer dans les 4 dernières minutes. Donc, pour moi, c'est... Ouais. Puis il a été devant le filet dans le premier match face à Cleveland. Match remporté d'ailleurs par les Marlies. 5-2. 5-2, puis on accorde 34 tirs, 34 à 16 les tirs, puis on gagne 5-2. Aktiamov a été extraordinaire, donc il n'est pas blessé pour les Marlies en ce moment. Mais revenons au Rocket. Quand même, Cédric, intéressant d'aller faire écouter quelques extraits audio. Ouais. On va commencer par, si tu le veux bien, là, Pascal Vincent sur la défaite de son équipe en série. Évidemment qu'il y avait de la déception là, dans la voix du coach. Pas satisfait de ça, là. On n'est pas... la Coupe Calder, je pense que les 2 mots qui sont à l'interne, c'est plus Coupe Stanley que Coupe Calder. Puis on veut développer nos joueurs pour pouvoir jouer dans des situations importantes, puis on l'a vécu. C'est des joueurs, là, on va rencontrer tous nos joueurs aujourd'hui, que leur réaction dans les séries,
S'ils font ça dans la Ligue nationale, ils n'aideront pas le Canadien à gagner. Donc, on va... c'est cette partie-là là, du développement qu'on doit surtout mettre l'emphase puis garder le focus. Mais le côté compétitif de nos joueurs, du coaching staff, de l'organisation, on n'est pas satisfait de ça. Mais Vincent, moi, c'est ce qui me chicote dans ces paroles-là. Ben, c'est pas ça me chicote, mais parce combien de fois on l'a entendu en début de saison, les mots Scoop et Calder? On peut pas se cacher, là. C'est tel mot en début de saison. C'est un jeu dangereux de parler de Coupe Calder en mois d'octobre dans la Ligue américaine parce que tu sais jamais, tu sais. Mais c'est pas vrai que ça n'a pas fait partie des discussions. Les joueurs, tu sais, ils disaient. Mais c'est sûr que tu t'es rendu en demi-finale. Tu t'es rendu en finale de l'Est l'année dernière. Mais est-ce que c'est le positionnement du Canadien qui est avantageux et avec raison? C'est ça le but. Et est-ce que c'est ce que Pascal Vincent vient de nous dire? C'est que la prestation du Canadien est rendue en demi-finale, en demi-finale d'association, à un match de passer en finale d'association. Progression, le besoin des joueurs, que ce soit Fowler, Engstrom, Reinbacker, et nommé que ceux-là pour l'instant ont changé un peu le plan parce que un peu comme les Marlies, eux autres, c'est un peu l'inverse. Les Maple Leafs ne font pas les séries. Le Canadien avait besoin de quelques joueurs du Rocket. Est-ce qu'on serait en train de se préparer pour un match à la Place Belle? C'est facile après coup de voir ça, mais c'est la réalité de la Ligue américaine, évidemment. Là. Je veux pas qu'on s'éparpille trop dans le premier bloc. Je veux qu'on aille entendre Alex Belzile sur, évidemment, la déception dans le vestiaire. Puis après ça, j'ai la grosse question qu'il faut se poser quand tu regardes le portrait d'ensemble, Ced. On va aller écouter ce que Alex Belzile, un des vétérans de l'équipe, pensait de l'élimination du Rocket, parce que lui, il l'a dit dans ce bilan-là, il veut gagner la Coupe Calder à Laval. Un petit peu le même feeling que j'avais après le match. Je pense que c'est très décevant. On avait je pense, une très bonne équipe cette saison. On a bien joué toute la saison quand même. On n'a pas eu vraiment eu. Donc ça, c'est un signe très positif pour une équipe. Puis avec qu'est-ce que on a bâti cette saison avec tous les gars ensemble, toute la gang, on était un groupe qui était très, très uni, très tissé serré. Ça fait plusieurs saisons que je joue dans la ligue, puis des fois c'est pas toujours le cas, mais cette année là, on avait vraiment une bonne gang qui voulait s'améliorer à tous les jours, qui travaillait fort ensemble pour devenir meilleur. Puis tu perds en première ronde de la série, c'est décevant. Ouais, voilà. Puis ce qui est décevant, puis Toby Bisson l'a dit après la défaite de samedi, pas mal convaincu que Laval aurait battu Cleveland. Ça, c'est mon point de vue à moi. Là, puis je dis pas que les Marlies vont faire une bouchée des Monsters. Là, je m'attendais à voir le gagnant de cette série-là gagner contre Cleveland puis se rendre dans le corridor. C'est pas ma grosse question, mais c'est un commentaire en parallèle. C'est un peu la même chose que je t'ai dit en début de troisième période. Avant qu'on commence la troisième période, j'ai dit si le Rocket ou les Marlies gagnent, cette équipe-là sera en finale de la Coupe Calder. C'était mon impression. Il reste encore beaucoup de hockey, évidemment, mais on va un peu dans le même sens. Là. C'était vraiment une finale d'association avant coup, là, avec la qualité de l'équipe là, du côté de Toronto. Mais je te laisse y aller avec ta fameuse question. Ben, c'est la question qu'il faut se poser à chaque année. Quand tu regardes la saison régulière, les séries éliminatoires, est-ce que, quand on connaît le but du Rocket, de la Ligue américaine, tout ça, est-ce que c'est un gros constat d'échec cette année-là? Non. Moi non plus, je pense pas. Là. Si tu développes pas des joueurs qui vont aider le grand club et que tu veux gagner la Coupe Calder, évidemment, oui, c'est un constat d'échec. Mais là, tu as développé un Fowler, tu as développé un Engstrom, tu as bien développé un Reinbacker, tu as un Jacky, un Davidson, un Beck qui est allé jouer des matchs avec le grand club. Beck, en séries éliminatoires, c'est un gamer. Là. Ça a été un des meilleurs attaquants. Puis j'ai regardé son jeu. Moi, dans des moments où ça compte, il n'a pas connu une grande saison, là, Beck. Mais quand tu regardes ses séries éliminatoires, je me dis, OK, ça, c'est le genre de bonhomme sur qui tu peux compter quand le match est sur la ligne, quand c'est tissé serré, quand c'est physique. Ouais. Mais c'est moi, ça, c'est le but. Moi, ce que je pense, c'est que ça aurait été un gros constat d'échec, je pense, cette saison-là, si Rocket s'était fait malmené en séries éliminatoires par les Marlies. T'sais, on a poussé ça à la limite. Ça s'est joué à pas grand-chose, le match ultime. Je pense qu'à force égale, le Rocket avait un edge, comme on dit. Je pense qu'on avait
On était meilleurs que les Marlies. Malheureusement, puis on l'a dit avant même le premier dépôt de rondelle du match numéro 1, où est-ce que ça allait jouer? Ça allait jouer au niveau de la discipline, puis surtout devant le net. Ça s'est joué devant le net, mon Ced. Mais tu sais, on parle quand même d'une équipe qui a récolté plus de 40 victoires, premier rang de sa section. Puis tu sais, on va se les poser, les vraies questions dans ce podcast-là. Puis on enchaîne justement avec les prochaines. On va faire un saut dans un sujet parce qu'on t'en a parlé un peu. Est-ce que uniquement avec Jacob Fowler, le Rocket, puis là, je ne veux pas dire gagne la Coupe Calder, ça c'est pensé loin, mais bat les Marlies de Toronto? Poser la question, c'est répondre selon moi. Là. Mais la réponse du coach, je ne sais pas si c'était la question à qui tu y étais, là. C'est peut-être la tienne, je ne sais pas. On va aller l'entendre ce qu'il avait à dire justement sur Jacob Fowler, sans dire que le Rocket aurait gagné cette série-là avec lui. Si on lit entre les lignes de la réponse du coach au sujet de Fowler, je pense que ça en dit beaucoup. On va aller entendre Pascal sur Jacob Fowler. Fowler, c'est un gardien élite. C'est une personne exceptionnelle. Il faudrait qu'on regarde le pourcentage de victoires lorsque Fowler est dans le filet, mais je pense que c'est environ 700, puis sans Fowler, c'est environ 500. Là. Mais il faudrait que je revérifie ces statistiques-là. Là. Mais il y a une différence. C'est un joueur élite. C'est difficile à remplacer. Donc, est-ce que c'est l'équipe qui jouait différemment devant lui ou c'est lui qui nous rendait différents? Je parlais avec Bob Hartley hier. Parce que là, il s'en va en finale, puis Bob, c'est un vieux chum, puis il m'a coaché. Puis il me disait, tu sais, Paz, il dit, j'ai gagné 6 ou 7 championnats, puis il dit 6 fois, mon goaler, c'est le MVP sur ces championnats. Il y a juste une fois, c'est pas arrivé. Donc, ces goalers-là sont difficiles à trouver, mais quand tu les as, sont importants. Bon. Il n'a pas évité la question, mais il a répondu à la question sans se mettre dans le trouble. Je pense que ça veut tout dire. Et puis, je pense pas que l'équipe jouait d'une différente façon quand Kakkonen était devant le filet. Je pense qu'il y avait tout simplement moins d'arrêts-clés. Je pense pas, je veux dire. En début de saison, je te dirais que oui. Mais le club s'est adapté plus que la saison avançait. OK, les statistiques ne suivaient pas dans le cas de Kakkonen. Là. En fin de saison, on voyait le Rocket qui prenait un peu moins de risques. On était capable de prendre en début de saison parce que Fowler était capable de faire ces arrêts-là. Je ne dis pas que Kakkonen n'est pas capable, mais cette année, il ne l'a pas prouvé avec constance qu'il était capable de le faire. Il n'y a pas une tonne de déception dans cette saison-là du Rocket, mais Kakkonen en est une. Il faut qu'on soit honnête. Je m'attendais à nettement mieux en séries éliminatoires, je m'attendais nettement mieux en saison. Puis Pascal Vincent parlait des chiffres, je les ai, les chiffres. Quand Fowler est devant le filet cette année pour le Rocket, c'est en termes de pourcentage de points récoltés, on est à 72,2%. Quand Kakkonen est là, c'est loin d'être catastrophique. Seul l'est quand ça a été Hunter Jones, qui je pense n'a même pas récolté de victoire. Mais quand c'est Shepard, on est à 60. Kakkonen, c'est-à-dire, on est à 64,5. Il y a une différence, il y a une bonne différence, mais c'est loin d'être catastrophique dans le cas de Kakkonen. C'est juste qu'on le voyait que l'énergie que Fowler avait devant le filet, sa capacité à voir les rondelles, ses lectures. Il était pas nécessairement dans une autre ligue que Kakkonen, mais on le sentait, on aurait senti qu'en séries éliminatoires, clairement, le Rocket aurait été entre de meilleures mains avec Fowler. Puis moi, je suis persuadé que avec Fowler, malheureusement, avec du recul, puis c'est facile à dire après, le Rocket gagne cette série-là en 4 matchs. Quelque chose comme ça. Ben, puis je sais que Vincent, tu me dis que non, que l'équipe ne jouait pas nécessairement différemment, mais je pense pas. Je sentais qu'il y avait un certain stress ajouté mais c'est normal, c'est la nature humaine évidemment, mais quand Kakkonen donnait un but qui ne devait pas être accordé, l'équipe commençait à jouer sur les talons parce qu'on était comme oh, OK, au mois d'avril. Au mois d'avril. Ben, même en série, là, quand le but de. Mais pas nécessairement. Ben, le but évidemment de Lee Thierry, pour moi, il se devait de l'arrêter. Là. Ou que le but qui est le but de la victoire, en fait, là, évidemment. Le but
Le but égalisateur me dérange pas mal plus que le but gagnant. Le but de Johnson? Ouais. Il te dérange que Kakkonen ait accordé ce but-là? Ah, pas Kakkonen, d'un point de vue équipe. Non, mais je parle de Kakkonen. Thierry, c'est un tir que Kakkonen se doit d'arrêter. Je veux bien que Thierry connaît des bonnes séries, qui a un excellent lancer, mais un gardien se doit de faire cet arrêt-là dans un moment aussi important dans un match ultime. Se doit de donner une chance à son équipe d'aller marquer. Tu viens d'accorder un but en début de période, celui à Reese Johnson. Mais combien de fois, puis tu l'as dit, il ne faisait pas les gros arrêts au bon moment pour aider son club. J'étais quand même assez... C'est pas nécessairement en nom, mais souvent je t'en ai parlé parce que j'essayais quand même de pas nécessairement toujours y aller de mes états d'âme puis tout ça. Combien de fois je t'ai dit cette année qu'il ne faisait pas la différence? C'est dommage parce que ce gardien-là a le talent pour... Le match numéro 1, le match numéro 1 et le match numéro 4, ça a été des très bons matchs de sa part. C'est juste que tu as besoin que ton gardien de but soit là pendant les 5 matchs ou les 4 matchs. Tu as besoin qu'il soit là tous les matchs en série. C'est ça qui est dommage. Ça ne pardonne pas. C'est comme ça qu'il était l'année dernière avec Charlotte. Tous les matchs, j'avais regardé des matchs de Charlotte avant la série contre le Rocket, puis c'était pas le même gardien là, que cette année. Là. Puis c'était une équipe qui était peut-être plus responsable défensivement, celle des Checkers l'année passée, beaucoup plus d'expérience également. Mais bref, c'est dit concernant Kaapo Kakkonen. On va enchaîner avec un autre sujet également, ce qui n'a pas aidé cette équipe-là, puis on le dit souvent, séries éliminatoires de la Coupe Stanley, c'est encore plus vrai dans les séries éliminatoires de la Coupe Calder. Tu as besoin d'un peu de chance. Niveau blessure, le Rocket en a pas eu. Je pense que la perte de Delgaizo a fait extrêmement mal, cette perte-là. Là. Et Reinbacker, évidemment. Je pense que la perte de Delgaizo a fait encore plus mal. Les deux ensemble, dans le match 5, c'est là que ça... Oui, tu rentres Dubinsky, mais en tout cas... Delgaizo, Delgaizo, quand tu regardes de octobre à la fin de l'année, c'est pratiquement ton plus constant. T'sais. Il joue des grosses minutes. Là. Il sort la rondelle, il gagne des batailles, il est combatif. C'est le genre de défenseur que... Je te l'ai dit souvent dans le podcast, si je suis son agent, va-t'en ailleurs, mon gars. T'as une chance d'avoir au moins des rappels dans la Ligue nationale, peut-être le premier rappel quelque part d'autre. Là. Je peux pas croire que c'est le genre de défenseur qui paraît très mal dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a ses limitations? Absolument. Mais en tout cas, ça fait excessivement mal également pour le jeu de transition. Puis défensivement, il est extrêmement combatif. Il y a lui, puis de ne pas avoir Engstrom également. Petit Engstrom, quand il est revenu, tu le sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de hockey dans le corps. Là. C'était pas la Adam Engstrom du mois de novembre, du mois de décembre, qui était confiant avec la rondelle, achetait du temps à ses coéquipiers. Il gardait son jeu simple, un peu comme si on l'envoyait dans la mêlée en séries éliminatoires avec les Canadiens. Je ne sais pas si tu es d'accord. Là. Je veux dire, ça ressemblait à ça. C'était correct. Là. Je veux dire, il a pas mal fait. Là. Mais en même temps, je veux pas lancer comme une pierre à personne là-dedans, mais tu es avec le Canadien dans un parcours en série, là, tu te fais retourner dans la Ligue américaine, je comprends, mais tu sais, Engstrom est pratiquement les 2 pieds dans la Ligue nationale. Là. C'est sûr que pour lui, moralement, il a fait quand même quelques périodes d'échauffement en attendant le retour de Dobson. Là. Oui, mais là, je comprends, mais c'est quand même le défenseur qui est à une blessure près de rentrer dans la formation. Fait que, en tout cas, c'est... Est-ce qu'il était 100% de retour à Laval? La question peut se poser. Puis il y a la rouille, évidemment. C'est là que là, ça aide pas. Puis aussi, peut-être là, dans la décision du Canadien aussi avec Fowler, si jamais il y avait eu à redescendre, on revient sur l'autre sujet avant, évidemment, rapidement, c'est que la rouille aurait peut-être rentré en ligne de compte parce que tu joues pas de match. C'est extrêmement difficile d'être game shape. Tu as bien beau être en pratique, tout ça, mais s'il n'y a rien que jouer des matchs qui aident à ça. Là. Ça paraissait qu'Adam Engstrom n'avait pas de rythme, mais les questions ont été posées à Pascal Vincent et à Laurent Dauphin, qui a été amoché aussi, Laurent, là, en fin d'année. Lui aussi, en début de série, manquait un peu de rythme, puis il récoltait des points quand même parce qu'il est toujours bien positionné, un très, très bon QI hockey. On va l'écouter là, de façon back-to-back, ce que Pascal Vincent et Laurent Dauphin avaient à dire sur la situation un peu des joueurs amochés chez le Rocket en séries éliminatoires. Ben, on a un paquet, évidemment, là, dans les séries, là, il y a un paquet de joueurs qui sont pas à 100%. Là, Laurent,
patinait pas, là. Il pratiquait pas, il faisait juste jouer les matchs à la fin. Puis il a tout fait pour revenir au jeu pour les séries. Il aurait peut-être eu besoin d'un peu plus de temps, peut-être. Mais je suis vraiment fier de lui parce qu'il s'est poussé fort pour revenir au jeu. Comme je disais, Clermont, plutôt, il n'allait pas revenir. Simoneau nous a manqué. T'sais, l'énergie de Simoneau dans la chambre, là, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur important pour nous. Il n'allait pas revenir. Puis les autres, ben c'était des bobos. Del Gaizo, il aurait peut-être pu revenir en prochaine ronde. Même chose avec Ryan Backer. Donc, il y a plusieurs joueurs là, qui avaient des... Mais c'est vrai pour toutes les équipes. C'est la bonne décision, c'est sûr, de prendre du temps pour d'essayer de me remettre sur pied. Puis je vais donner un gros. Elle a été incroyable avec moi, puis elle m'a permis de jouer dans les séries. Puis même honnêtement, au niveau physique, c'était pas vraiment un problème dans les séries. Au match, puis ma vision, peut-être les 2-3 premiers matchs, ma patience avec la rondelle, qui je trouve qui est revenue au match 4. Puis les 2 derniers matchs, je peux dire que j'étais 100%, il n'y a rien qui m'a arrêté. Puis comme je dis, je donne un gros crédit à notre équipe médicale parce que c'était so pas mal, mettons, à la fin de l'année, ma situation. Ouais, ça fait 2 fins de saison pour Laurent. Là, le calendrier était éreintant physiquement, c'est assez clair. Puis là, cette année, on a même géré sa situation là, un peu autre. Oui, Cédric? Bon, Cédric va revenir du podcast, mais ce que je disais, c'est que en séries éliminatoires l'année passée aussi, Laurent Dauphin était un peu amoché à ce point-ci de l'année, puis a raté la fin de saison pour finalement revenir. A connu une bonne série face aux Mollies. Tu m'entends, Seb? Là? Oui, je t'entends, excuse-moi, ça c'est revenu là, ce problème le temps d'un instant de ne pas t'entendre du tout. Là. OK. Pascal Vincent l'a aussi dit, puis on n'en a pas parlé. Finalement, la perte de Clermont aura fait mal aussi parce qu'on a parlé de la présence de Dubinsky, mais Clermont, c'était pas un vet. Il aurait pu jouer. Et Clermont, ça a été plus difficile en début d'année, puis il a eu son mot à dire en deuxième moitié de saison, Vincent, honnêtement. Puis défenseur comme lui, stable, c'est sûr que ça a fait mal rendu en série. Je pense que c'était rendu un tout, honnêtement, là, avec Del Gaizo, Reinbacher, Engstrom qui était joué, Clermont qui était blessé. Il a bien fait de nommer Simoneau aussi, évidemment, dans sa réponse, parce qu'on n'a pas parlé de la perte de Simoneau, mais elle a fait mal. C'est peut-être un joueur qui aurait pu faire des petits flamèches à gauche et à droite dans cette série-là. Mais bon, comme on dit, après coup, c'est facile de noter tout ça, mais c'est la réalité. Non, mais tu l'ajoutes dans le puzzle parce que Simoneau, c'est pas considéré un de tes 6 vétérans. Fait que t'aurais, avoir cette émotion-là, peut-être t'aurais pas été obligé d'habiller Arsenault. Tu comprends ce que je veux en venir? Ouais. T'aurais géré tes pièces vraiment différemment. T'aurais pu avoir Clermont à droite, sans nécessairement entrer un vet. C'est quand même drôle, cette situation-là, des 6 vétérans permis dans la formation en haut de 260 matchs parce que ça n'a pas embêté le Rocket de l'année. Ça a fini par faire mal dans la dernière game. Ouais. C'est fou pareil. J'en revenais pas quand même, parce que là, on jasait, OK, pourquoi, quand on a eu les formations avant le match numéro 5, pourquoi Dubinsky plutôt qu'un tel? Donc, OK, là, finalement, le 6... C'était pas notre première pensée, la limite de 6 vétérans, parce que ça n'a tellement pas été un enjeu cette année, parce que, bon, il y avait des gars qui étaient blessés, puis le Blais n'était pas là en début d'année. Tu comprends ce que je dis? Josh Jacobs était blessé en début d'année, fait que ça n'a jamais eu un impact sur les décisions de Pascal Vincent jusqu'au dernier match, le match qui veut tout dire, malheureusement. Ouais, c'est là que... C'est fou, pareil. On a parlé de la profondeur de cette équipe-là toute la saison, peu importe qui rentrait dans la formation. Puis c'est dommage, tout ça, surtout parce qu'Arsenault, je trouve qu'il a eu quand même son impact dans cette série-là quand il a joué, mais dans le match 5, il n'a pas eu son impact. C'est là où ça a fait le plus mal. Oui, dans le match numéro 4, là, pour permettre à Jacky, Tuch et Thorpe d'un peu arrêter de s'occuper de Pezzetta, parce que Pezzetta a gagné sa petite bataille dans la série aussi. Tu sais, c'est Condotta, Lucas Condotta aussi, qui dans sa conférence de presse, juste après l'élimination, qui dit on n'a pas eu de production secondaire, puis c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Tu sais, quelques petites chances dans la série de Tuch et Thorpe, mais puis je peux inclure là-dessus Jacky, même s'il a produit un peu, on était très, très concentré à régler le cas de Michael Pezzetta, qui finalement a eu ce qu'il voulait. Là. C'est sûr.
Ça, Ces jeunes joueurs-là ont énormément appris dans cette série-là. Quand on se parle de développement puis d'essayer de penser positivement, ce genre de série-là a pu leur apporter, ça a été énorme pour leur progression, moi, je pense. C'est là où qu'on peut peut-être regarder, puis c'est encore une fois, c'est tellement facile après coup, mais le Jared Davidson de début de saison, qui ne joue pas. Il n'a pas joué quoi, les matchs 4 et 5? C'est sûr qu'il n'a pas joué le match 5, mais ça, il n'a pas joué le match 4 non plus. 4-5. 4-5, donc c'est ça. On va en parler justement, on va en parler de Jared Davidson. Tu m'amènes sur le sujet, on va skipper encore. Shane Gaumont qui est là avec nous à la production et nous suit, je sais qu'il va être correct. Mais vas-y, développe sur Davidson. On a une citation intéressante du coach Pascal Vincent. Après, continue ta pensée. Dans le cas de Davidson, c'est là que le Rocket, quand on parle de production secondaire, combien de gros buts qu'il a marqué en première moitié de saison, sa blessure là, suite à son combat avec Dakota Mermus. Oui, il a marqué un gros but à un moment donné. Là, ça a tout changé. De se faire knocker par Mermus, ça a tout changé. Et le Rocket en avait besoin en série. C'est le type de joueur parfait pour une série face aux Marlies. Pour moi, marquer des gros buts en avantage numérique, être fatigant le long des rampes. C'est là où on était peut-être en désaccord avec Mesher, mais Mesher et Davidson ont eu leur mot à dire quand même cette année. Là, dans le match le plus important de la saison, les deux ne sont pas là. Dans le cas de Jared, je pense que là, il y avait. C'est tellement un bon jeune homme, puis ça m'a tellement rendu triste les semaines qui ont suivi son retour au jeu. Là, un soir donné à Toronto, il y en a pogné un plus gros que lui, puis ça a changé sa manière de jouer au hockey. Ce chaos-là, ça. Puis Pascal Vincent l'a dit depuis qu'il coach. C'est un joueur qui a besoin d'avoir le feu dans les yeux. Son niveau de combativité, il faut qu'il soit au max. Il faut qu'il soit physique. Il faut qu'il soit capable de jeter les gants de temps en temps. Mais là, en parlant d'apprentissage, je pense qu'il a appris que c'était pas bon de jeter les gants contre n'importe qui non plus. Ça a changé son niveau de confiance du tout au tout, puis on n'a plus jamais revu le Jared Davidson dans le début de la saison. On voyait des flashs de temps en temps. OK, ça, c'est une bonne présence à la Jared Davidson, mais elle se faisait rare. Puis Pascal Vincent était patient avec lui, mais là, il n'y avait plus trop le choix. Jared, lui, en donnait pas en séries éliminatoires dans les premiers matchs. Il fallait qu'il tente quelque chose. Puis là, ce que Jared Davidson a besoin, c'est de décrocher. De décrocher, d'oublier un peu ce qui s'est passé à Toronto ce soir-là, puis d'arriver au camp d'entraînement, puis revenir. Il a besoin d'oublier cet événement-là. C'est pas compliqué. Puis c'est au-delà de la visière complète. Là, je veux dire, c'est sa façon de jouer. Ça l'a affecté son niveau de confiance. Là, c'est sûr et certain. Mais en même temps, Vincent, il ne peut pas changer la façon dont il joue. Il est venu, c'est quoi cette mise en échec de Mermus sur Beck de mémoire? Qui est venu défendre. C'est ça, Jared Davidson. Ça peut lui sourire à plein de reprises parce que c'est ce type de joueur-là qui n'a pas peur de venir défendre ses coéquipiers, mais en bout de ligne, c'est ça le Rocket. C'est juste que je pense qu'il s'est retrouvé du mauvais côté quand même de ce coup-là. Je ne dis pas de plus jeter les gants. Aussi, s'il n'y a pas l'avantage dans un combat, qu'ils soient capables de passer à Zamboni là-dessus rapidement, puis d'oublier ça, puis faire comme OK, ben. Prochaine présence sur la glace, prochain chapitre, let's go. Je veux dire. Puis à quelque part, tu regardes les séries éliminatoires de la Ligue nationale, des combats, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, t'es pas obligé de toujours régler ça comme ça. Des fois, on le dit, tu prends des notes. Des fois, tu prends des notes. T'es pas obligé de régler ça tout de suite. Tu prends des notes. Ouais. Quand le moment sera un petit peu mieux choisi. Tu comprends? Mais on va quand même à l'entendre ce que Pascal Vincent avait à dire au sujet de son numéro 49, Jared Davidson, qui d'ailleurs là, sera agent libre avec compensation au cours de l'été. Là, ça va être intéressant de voir quel genre de contrat on va lui offrir, mais avant toute chose, on va l'entendre, ce que Pascal Vincent avait à dire à son sujet. C'est des décisions difficiles. Mais je pense qu'il avait besoin d'un petit reset. Jared, il a eu une belle saison. Il a un bel avenir devant lui. Mais récemment, c'était plus compliqué. Même ses lancers ne touchaient pas le filet. Je pense qu'il a besoin juste d'un petit reset. Puis c'était pas une solution à long terme dans son cas, lui, de ne pas jouer. Il allait revenir dans le line-up, mais il a besoin juste d'un petit reset. Parce qu'il y a eu une belle saison dans l'ensemble.
de jouer dans la Ligue nationale, d'être appelé pour la première fois. Puis il a pas mal fait, il a bien fait. Il a eu un très bon début de saison avec nous autres. Il y a eu un événement en fin de saison, durant un match, que il a perdu, il a été obligé de porter la visière ou la grille. Puis là, à partir de là, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui de retrouver ses paramètres. Mais c'est un très bon joueur de hockey. Ouais. Puis tu sais, c'est... Jared, Cédric, c'est une des belles... Tu sais, on a vécu des belles histoires, tu sais, toi et moi, tu sais, avec des joueurs rappelés cette année. Tout n'est pas négatif dans cette saison-là. Loin de là. Mais tu sais, voir Jared Davidson jouer 10 matchs dans le show, là, je veux dire, c'est... Pour un jeune homme qu'on apprécie tellement, là, il est tellement le fun à côtoyer, il est tellement agréable. C'est un des meilleurs êtres humains que j'ai côtoyé depuis que j'étais à l'analyse des matchs du Rocket de Laval. Puis ça a été toute une histoire de le voir jouer 10 matchs dans la Ligue nationale. Puis c'est là-dessus qu'il faut qu'il se concentre cet été, c'est assez clair. Là. Ouais, mais c'est la bonne nouvelle. Puis là, je sais pas c'est quoi qui sera pris comme décision, évidemment, dans son cas cet été. Là. Mais comme tu l'as dit, c'est un agent libre avec restriction. J'ose imaginer qu'on va être capable du côté du Rocket de lui faire une place pour l'année prochaine. Ça reste un joueur qui a joué quand même 10 matchs dans ton grand club à quoi, 22 ans cette année? Il a 23, il vient-tu d'avoir 23? Non, c'est pareil, il va avoir 24 au cours de l'été, le 7 juillet. Il y avait 23, donc, mais c'est encore jeune. En bout de ligne, il a la chance l'année prochaine. On ne sait pas les décisions qui seront prises en haut, mais il pourra avoir un rôle un petit peu plus accru. Puis s'il est capable de revenir un peu ce qu'il était en début de saison dans son cas, et quand il a joué avec le Canadien. Mais oui, il va prendre la maturité, puis je veux dire, ça n'a pas été les séries éliminatoires qu'il aurait espéré connaître, ça c'est sûr et certain. Ça a été une petite déception, des séries éliminatoires dans les performances plus individuelles. Mais tu sais, je vois ça, moi, un petit contrat de 2 ans, limite pour Jared Davidson, ça l'amène jusqu'à l'âge de 26 ans. Tu lui donnes la chance de se prouver, de se démontrer un contrat à deux volets, pourquoi pas, dans le cas de Jared Davidson. On va voir ça au cours de l'été, Cédric. Évidemment, le sujet, on sait qu'un groupe de vétérans dans la Ligue américaine, c'est extrêmement important. Le sujet de l'été, pour le Rocket de Laval, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec 2 vétérans comme Samuel Blais et Alex Belzile. Je pense que c'est la grosse question de l'été chez le Rocket. Peut-être qu'on peut immiscer dans la conversation le nom d'un Toby Bisson. Moi, je pense qu'il est extrêmement important dans le vestiaire, Toby Bisson. C'est un gars qui a toujours voulu revenir à Laval, toujours voulu jouer pour le Rocket de Laval. Belzile, c'est la même chose. Blais, c'est un cas un petit peu différent. Comment tu vois ça? Qui tu prioriserais? Moi, personnellement, je vais te lancer là-dessus, mais je ferais tout pour essayer de convaincre Samuel Blais de revenir, même s'il y a eu des hauts et des bas en série. Je pense pas que ça va arriver, moi. La plus grosse indication, Vincent, pour moi, c'est que je comprends ce que tu veux dire, mais il y a un contrat valide pour la Ligue nationale. Tu peux rappeler le nombre de joueurs que tu veux pour aller comme Black Aces avec le Canadien en série. Il ne fait pas partie de ces joueurs-là. Moi, je ne sais pas comment qu'on peut lire cette décision-là, honnêtement, à part de dire, soit que l'organisation est vraiment pas contente de qu'est-ce qui... On sait qu'il est capable de faire des bonnes choses sur la glace, mais il y a bien des choses outside, que ce soit les punitions, peu importe, je ne sais pas. Pour moi, le fait qu'il ne soit pas rappelé dans les Black Aces, ça n'envoie pas un bon message. Ça n'envoie pas un message à Samuel Blais. OK, là, on veut que tu t'en ailles comme Black Aces avec le Canadien, comme joueur de support. Là, comment qu'on les appelle en français? Je dis Black Aces parce que c'est le terme anglais qu'on connaît. L'équipe de réserve. L'équipe de réserve, voilà. En série, tu as le droit. Tu rappelles Beck, tu rappelles Jacky, tu rappelles Reinbacker et tu rappelles Engstrom. Mais tu ne rappelles pas Samuel Blais. Pour moi, c'est un message très fort qui est envoyé à Sam que je pense que l'organisation veut passer à autre chose. Ça, c'est mon avis personnel. Puis dans son point de presse, je ne sentais pas un gars qui allait être de retour l'an prochain. Puis je suis du même avis que toi, Vincent, parce que j'aimerais ça qu'il soit de retour du côté du Rocket. Mais en même temps, il y a des choses à corriger dans son cas qui ne devront pas se répéter s'il est de retour parce que c'est ça. On va aller l'écouter, Samuel Blais. C'est assez clair qu'il croit encore
en ses chances de devenir un joueur régulier de la LNH, on va l'entendre. Ben, je pense que les games que j'ai joué dans la Ligue nationale, ça a bien été. J'ai joué, quand je joue dans la Ligue nationale, mon rôle il est un petit peu différent que quand je suis dans la Ligue américaine, là, mettons, un peu moins de situations offensives puis tout. Je connais mon rôle, puis je pense que je le fais bien, puis j'ai démontré que je suis encore capable de bien le faire. Puis, comme je t'ai dit, ces décisions-là, c'est pas moi qui appartiennent. Puis, moi, ma job, c'est de jouer au hockey, peu importe si dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Donc, une petite partie de la décision. Ouais, c'est sûr, mais puis ma famille, puis je vais prendre un peu de temps pour penser à tout ça, puis je suis sûr qu'il y a de quoi qui va se régler après ça. Là. Ouais. Ben, tu posais la question, qui de ces trois-là, pour moi, serait le retour? Belzile l'a mentionné, qu'il aimerait ça être de retour, puis on va le faire entendre dans quelques instants. Allons-y, on va y aller tout de suite. On va l'entendre, Alex Belzile. Vas-y. Moi, je suis revenu à Laval. Là. Mon but, c'est de continuer de jouer ici. C'est la place que je suis bien. C'est la première équipe dans la Ligue américaine qui m'a donné une chance de jouer, de m'établir. C'est la première équipe nationale qui m'a donné une chance de jouer. Donc, pour moi, je suis un gars qui va être éternellement reconnaissant par rapport à l'organisation du Canadien. Puis, j'ai fait quand même 6 ans que je passe dans ma carrière professionnelle ici. Donc, mon but, c'est sûr que c'est de gagner une Coupe Calder dans le futur ici. Puis, c'est mon but, c'est de rester, c'est certain. Mais par rapport à un joueur, par rapport à ses chances de jouer, je suis assez pessimiste quant aux chances de Samuel Blais pour revenir à lui d'avoir un poste régulier dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est la vitesse. Alex Barré-Boulet est parti pour les mêmes raisons l'année dernière. Il a joué 2 games avec Colorado cette année. T'sais. Laurent Dauphin est parti une fois. Finalement, il a fini par revenir. Des fois, c'est un pensée-y bien. C'est ça que je veux dire, Cédric. Des fois, tu veux découvrir un autre scénario et te dire tout d'un coup que. Évidemment, Laval est un marché particulier de la Ligue américaine. C'est joué à la maison. Je ne dis pas que Alex Barré-Boulet, avec le recul, avoir su que jouer juste 2 matchs, serait pas parti. En tout cas, ils doivent se parler les deux. Fait que c'est 2 natures de Montmagny. Donc, c'est sûr que les deux se connaissent très bien. Mais non, c'est 2 chums. C'est 2 grands chums. C'est 2 là. Ben oui, c'est sûr, certains qui... Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Des fois, tu sais, c'est pas moi qui va leur dire quoi faire à ces joueurs-là. Puis je suis persuadé que Samuel Blais peut obtenir des rappels. Mais il l'a dit aussi dans son bilan. Ça a été difficile, tu sais, des fois, de faire la navette en haut, en bas. OK, là, t'es réclamé au balotage. C'est pas facile non plus. Quelque part, des fois, un peu de stabilité. T'as une famille, ça peut faire du bien, tu sais. Donc, des fois, tu peux offrir un contrat qui comprend ça, tu sais. Comme celui qu'on a offert à Laurent Dauphin, qui certainement pourrait mériter un 2 volets quelque part dans la Ligue nationale, c'est sûr, certain. Oui, mais moi... Acceptez-moi. Puis Vincent, c'est juste parce que j'ai de la misère à le voir de retour, moi, honnêtement. J'ai bien de la misère avec ce qu'on a entendu dans le bilan, de ce qui a cloché en deuxième moitié de fin de saison, ce que Bisson a dit, ce que Belzile a dit, ce que les joueurs en général ont dit par rapport à ce qui clochait, qui a été répété, puis ça n'a jamais été corrigé. On parle bien sûr de la discipline, des gestes de frustration, les gestes individualistes. Si le Rocket veut corriger ça pour l'an prochain, ce qui semble clairement être un point d'exclamation qui doit être mis pour l'année prochaine, genre qu'il faut que ça soit corrigé, il faut que tu sois conséquent avec ce que tu as vu de Samuel Blais. Là. Puis j'adore le joueur parce que quand il est dans sa game, puis qu'il est capable de faire comme il le fait, c'est quoi? C'est le match 4 qui a marqué 2 buts. Il a été extraordinaire à 100 avec la rondelle dans ce match-là. Le Samuel Blais du match 4, puis le Samuel Blais du match 2, ou à quelques endroits dans cette fin de saison, s'il est capable de donner pas mal plus de ce qu'il fait du match 4, c'est pas sûr que... Je pense aussi où est-ce que je m'en vais avec ça, Vincent. Ouais, je pense que c'est un gars qui mentalement l'a pas eu facile. Je pense qu'avec une belle stabilité du côté de Laval, puis je pense pas qu'il accepterait un contrat de 2 ans de la Ligue américaine comme Laurent Dauphin, mais tu sais, mais quelque part, c'est un pensez-y bien pour un gars comme ça quand même. Si on t'offre ça, puis by the way, je pense que c'est le genre de contrat qui attend Alex Belzile d'ailleurs.
je pense que c'est ça qu'on va lui offrir. Un 2 ans? Pas nécessairement 2 ans, peut-être 1 an, mais un contrat de la Ligue américaine seulement. Il y a des espoirs qu'on a repêchés qui. Je pense pas qu'on va vouloir qu'Alex Belzil occupe un des 50 contrats. Moi, c'est ce que je pense. Il l'a eu cette année. Il l'a eu cette année. Puis je pense de la manière qu'il parle, on le sait que c'est un gars qui prioriserait à tout prix. Puis si ça prend 2 ans, ben ça prendra 2 ans. Tu sais, à la limite, un Alex Belzil qui a ralenti à 36 ans, c'est bien grave, tu sais. Comment que ce gars-là va être bon avec les jeunes, tu sais. Oui. Il est en paix avec le fait de ne plus jouer dans la Ligue nationale. Je suis pas. C'est pas tout à fait vrai parce que n'importe qui aimerait ça continuer à jouer dans la Ligue nationale, mais lui, il est bien à Laval, il accepte son rôle. C'est dans le cas de Belzil. Moi, je suis convaincu que Belzil et Bisson seront de retour. Évidemment, il faut que le Canadien fasse des offres, puis ça, c'est toujours ça qui peut, mais c'est deux joueurs qui sont extrêmement fiers. Ils sont partis du Rocket, sont revenus au Rocket. Tu sais, pour moi, ces gars-là, tu en as besoin pour ta culture. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Une culture de gagnant, puis tu as besoin de ces gars-là. Donc, ouais, puis c'est des gars qui, tu sais, à la limite, comprennent le règlement des vétérans, tout ça. Si jamais ça se bouscule dans la formation, je pense pas que c'est des gars qui garocheraient le rack de bâton par terre s'ils jouaient pas un soir donné. Toby, même chose. Moi, je pense que Bisson et Belzil, c'est des gars que tu as besoin, c'est des gars qui sont adorés par le fanbase. Puis, tu sais, le Canadien a les moyens de ses ambitions. C'est vrai que tu donnes à ces gars-là un contrat qui. 200 000 $, mais juste. Tu sais, un exemple comme ça, 200 000 contrat de la Ligue américaine, merci, bonsoir. Tu leur donnes un excellent salaire. Tu ne dépenses pas un de tes 50 contrats. Si ces joueurs-là sont en mesure de l'accepter et ont le goût. Je pense dans les deux cas, pas je pense, je le sais, en fait. Là. Dans les deux cas, on a des enfants, des jeunes enfants. Pourquoi pas avoir cette stabilité-là? Bref, c'est un dossier qui va être intéressant. Il y aura peut-être un changement, au niveau des vétérans. Didier, Jacobs sans contrat également. Vincent Arsenault également sans contrat. Qu'est-ce qui va arriver avec ces joueurs-là? Ça va être intéressant à suivre également au cours de l'été. Là, je regarde si j'en oublie sûrement celle des vétérans qui... Condotel sous contrat, par exemple, la saison prochaine, le capitaine va être assurément de retour parmi les joueurs autonomes là, avec restriction. Ça me permet de faire le lien vers Josh. Josh... ça a été une saison exceptionnelle. Je pense que ça a été une bonne saison pour Joshua Roy dans l'ensemble. Je n'ai pas détesté ces séries éliminatoires. Mais encore une fois, on dirait qu'on se pose la question, a-t-il ce qu'il faut pour passer au prochain niveau? Je reviens toujours à cette fameuse vitesse qui est tellement nécessaire pour performer en haut. Je ne sais pas au niveau de Joshua Roy, mais à quelque part, j'ai le goût de te dire, Cédric, je lui souhaiterais quasiment une nouvelle aventure. On est du même avis, Vincent, puis je sais pas, mais avant que je te dise ce que j'en pense, parce que ça risque de spoiler ce qu'on va entendre de Josh, on pourrait aller entendre ce que Josh a dit lors de son bilan. On peut faire ça. Ouais, c'est comme j'ai dit, mon but, puis ce que je veux, c'est vraiment de jouer dans NHL de l'année prochaine, fait que ça peut être n'importe où. Je veux juste travailler fort, puis le reste, c'est pas des choses que je contrôle vraiment. C'est juste d'avoir une bonne été d'entraînement, d'arriver prêt l'année prochaine, peu importe, ça va être. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que tu regardes chacune des équipes NHL. T'as des gars qui défendent mieux, t'as des gars qui sont plus offensifs. Je pense que c'est vraiment de trouver ton rôle dans tout ça. Puis j'ai tout le temps été un joueur offensif, fait que c'est sûr que si je suis capable de me tailler un poste avec un rôle offensif, ce serait ça mon objectif. Mais si c'est un rôle plus défensif, je pense que je l'ai prouvé cette année que je pouvais rentrer dans cette chaise-là. Fait que c'est juste à moi d'être plus complet puis de pouvoir jouer dans toutes les situations de match. Ouais, puis il est meilleur défensivement. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup amélioré défensivement. Il est mieux dans les corridors de tir pour bloquer, les lancer vers le filet. C'est toujours son jeu de pied. Toujours son jeu de pied, le nerf de la guerre pour Joshua Roy. Mais on dirait que c'est le genre de gars qui a besoin de se sentir dans les plans. Puis c'est sûr que ça fait mal depuis une saison et demie, où il y a des espoirs qui passent par-dessus lui, obtiennent des rappels qui sont... Tu parlais des fameux Black Aces, n'y est pas également dans ces séries éliminatoires-là. Ouais. J'aimerais voir le scénario d'une équipe
que Josh se retrouve dans une situation où une équipe, hey, tu sais quoi, tu as 22 ans, tu es encore jeune, on te fait confiance, on t'essaye sur un troisième trio. J'ai pas d'équipe en tête, là, puis quelque part, je suis persuadé que Kent Hughes devra trouver son fit au niveau d'un échange. Là, il ne donnera pas Joshua Roy nécessairement. Je veux dire, mais il devra le qualifier si jamais il veut garder ses droits. C'est une évidence. Puis si c'est le cas, moi, honnêtement, avec ce que j'ai entendu, je ne vois pas comment Josh va être de retour. Lui, son message est très clair. Là. Si c'est pas avec le Canadien dans la Ligue nationale, ce que je ne vois pas arriver dans la prochaine année, évidemment, avec le grand club. Puis en même temps, avant de dire ça, je veux lever mon chapeau à Josh parce qu'il a tellement travaillé fort l'été dernier pour cette année-là. Puis ça a paru dans sa game. Ouais. Ça a puis paru dans sa game. Il y a toujours une bonne attitude également. On n'a jamais remis en question son attitude. Il a toujours été classé avec les journalistes. Il a toujours travaillé fort à l'entraînement. Ouais. Il est sur la bonne route. Il est sur le bon chemin quand même. Ça sera pas avec le Canadien. C'est pour ça que je serais curieux de le voir ailleurs. Parce que c'est clair que le horaire, je ne sais pas qu'il est au-dessus de Joshua Roy dans la hiérarchie, mais clairement, il nous intrigue un petit peu plus dans l'organisation des Canadiens. Jacky, même chose. Tuck est rendu à 24 ans. On commence à être ailleurs que de le qualifier un espoir. Je serais curieux également. Sean Farrell, on n'en a sûrement pas assez parlé cette année, puis on le fera sûrement pas assez dans ce bilan-là. Lui aussi aimerait sûrement avoir une chance, chose qu'il n'a jamais eue dans l'organisation des Canadiens. Puis pourtant, il est agent libre avec compensation, lui aussi. Possible grand changement pour l'année prochaine, hein, honnêtement. Il y en a-tu un qui ne sera pas qualifié, à ton avis? La question est bonne. Ça dépend, honnêtement. Tu peux-tu me dresser la liste? Mais Davidson va être qualifié, c'est pas mal sûr. Je serais sûr. C'est un gars que tu as rappelé cette année. Mais en même temps, tu l'as pas fait jouer en série. Je comprends, mais c'est peut-être pas mal moins clair qu'on pense. Là. Il est peut-être arrivé quelque chose aussi qu'on ne sait pas. Mais est-ce que Luke Tuck sera qualifié? Moi, je pense que c'est lui qui a le moins de chance. Moi, je pense que c'est lui qui a le moins de chance de l'être. C'est la question se pose dans le cas de Tuck, Vince. Il a 24 ans. Ouais. C'est un choix de deuxième ronde, Tuck. Non, mais je veux dire, y a-tu déjà... Il a été quand même, l'année passée, je me rappelle, avec Anthony Marcotte qui était là avec moi à la description des matchs. Il était pas loin d'un rappel. Il était parmi les premiers noms qu'on énonçait. Pas cette année. Mais là, cette année, non, c'est ça. Ça a été aucun point en séries éliminatoires. Offensivement, tu vois que il n'y a pas un vilain tir. Il y a un bon coup de patin, tu vois, mais il n'y a pas une vision hors du commun pour générer de l'offensive. C'est assez clair. Si j'avais un petit 2$ à placer, moi, je pense que ce serait là-dessus, je le placerais. C'est qui les autres pour le fun? Je sais que tu sembles avoir la liste. Je sais pas si elle est complète. C'était William Trudeau. Ça, moi, je pense qu'on va le qualifier dans le cas de Trudeau. Ouais. Moi, je pense que oui. C'est un gars d'ici. C'est un gars qui est aimé dans l'organisation. Joshua Roy. Même en défensive, il va y avoir Prost et Prickford qui vont arriver. Donc, même moi, je pense que les départs de Del Gaizo, Didier, Jacob, c'est envisageable pour leur faire de la place. Est-ce que... puis au niveau des agents libres avec restriction, je te l'ai dit, Tuck, Farrell, Roy, Davidson, sans restriction, Blais, Belzile. Je te pose une question. Est-ce que le Canadien, si jamais on sent qu'il n'y a pas de place pour Josh, est-ce que c'est une option de ne pas le qualifier? Parce que, évidemment, si tu le re-signes, tu le qualifies, il revient l'an prochain, il n'y a pas de place pour le Canadien. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas le genre de Kent Hughes. Mais la question se pose. Il a clairement dit qu'il veut jouer dans la Ligue nationale. Donc, est-ce que s'il échange Joshua Roy, il y a un retour intéressant? Mais moi, je pense que dans la situation de ces joueurs-là, si tu n'as pas de place pour eux, là, on parle ici de Tuck, Farrell, Roy, Davidson, je pense que le repêchage va être une date extrêmement importante. Si tu sens que là,
les chemins se séparent, tu es à la croisée des chemins, puis qu'une équipe, je sais pas, moi, t'offre un choix de 4e ronde dans ce moment-là, ou 3e ronde. Je pense qu'on est ouvert à peut-être pas nécessairement avoir un deal ciblé. Avoir un deal, regarde, on va te donner une chance ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où il faut que le retour nous donne une certaine valeur. Tu sais, un joueur qu'on aime en 3e ronde au repêchage, il serait prêt à nous laisser leur choix pour Josh, pour Sean, je sais pas. Je pense que ce genre de situation-là, on va être ouvert chez le Canadien. Hâte de voir ce qui va arriver. Ça va arriver, là, mais en même temps, il y a des choses intéressantes qui se dessinent. Là. Mais le coach a parlé, j'écoutais l'entièreté du point de presse du coach de Pascal Vincent dans le bilan, puis il y avait des portes ouvertes en ce sens-là. Hein, on sait pas ce qui va arriver avec le Canadien, on ne sait pas dans quelle direction ils vont prendre. T'sais. Sans rien dire, il a dit quelque chose. Tu comprends? Ouais. Il y a eu beaucoup de lectures entre les lignes dans ce bilan-là. Il nous reste deux petits derniers sujets dont on va terminer avec quelque chose d'extrêmement positif. Toute une déclaration de Pascal Vincent. Mais la première, évidemment, chez Rockets, ce qui va retenir l'attention au cours de l'été, c'est que fera-t-on avec Adam Engstrom et David Rennbacher? Selon moi, les deux sont prêts. On est du même avis, Vince. Est-ce que les deux joueront à Montréal l'an prochain? Ça, c'est une autre question. Je vais te dire ça tout de suite. Je pense que Adam Engstrom ne jouera pas avec le Canadien. Mais il va être dans la Ligue nationale. Ben, ça sera un des deux, là, selon moi. Là. Si le Canadien va s'améliorer, ça va... Ouais. Mais Pascal Vincent avait une opinion là-dessus. Que dirais-tu qu'on ait l'entendre? C'est une excellente réponse de Pascal Vincent. Lequel va avoir l'opportunité, puis dans quelle chaise, puis de ce que ça va ressembler avec le Canadien. Là, tu parles de l'an prochain, j'imagine, right? On ne sait pas ce que le Canadien va faire là, durant la saison morte. Engstrom, il a fait du bon travail lorsqu'il était là. Physiquement, mentalement, je te dirais qu'il était au top de la liste, mais des fois, l'été, il se passe des choses miraculeuses. Fowler, il a commencé l'année avec nous autres, là, il est avec eux autres. J'ai pas l'impression qu'on va le revoir. Peut-être que je me trompe, mais je pense que de ce groupe-là, Engstrom serait parmi les premiers. Ouais, voilà. Puis il a parlé aussi de. C'était une longue réponse aussi. Il a parlé de Rennbacher qui était pas loin. Que peut-être que le 64 pourrait dépasser Engstrom dans la hiérarchie. Mais vous l'avez entendu par vous-même, il a ouvert la porte à je ne sais pas ce que le Canadien va faire. Certainement qu'il y a des choses qui devront se passer dans plein de directions. Dans la direction des deux défenseurs. Là, veut pas, l'arrivée de Middlestad, qui est un défenseur solide, là, qui est dans ton organigramme hockey, là, tu l'as vu que Middlestad est solide. Trudeau, je pense quand même que les gens autour de la ligue ont une bonne estime de lui. Tu as de la profondeur. Tu es peut-être capable de donner un jeune défenseur au cours de l'été. Verraton. Tu es capable de donner un jeune attaquant. Verraton. Moi, est-ce que tu veux mon avis, Vincent? J'imagine que oui. Imagine, je te dis non. Imagine, je te dis ça serait drôle. Ça serait très drôle. Imagine, je te dis non. Imagine, je te dis non parce qu'il faut qu'on rentre le podcast en dedans d'une heure. Tu sais. Mais non, on va se permettre de déborder pour aujourd'hui. En une petite dizaine de secondes, là. Moi, je pense que le Canadien devra choisir un de Struble ou Jacker l'année prochaine pour pouvoir faire une place à Engstrom et ou Rennbacher. Je pense pas que tu peux garder les deux dans ta formation. C'est deux gauchers aussi. Donc, tu as besoin d'un droitier. Tu as besoin d'un droitier. C'est pour ça que je pense que Rennbacher, il n'est pas... Et Carrier, c'est un petit peu difficile en série. Quelques punitions. Si ça donne un contrat l'an prochain, il reste un année complète. Est-ce qu'on va vouloir faire une place à Rennbacher? Moi, je le ferais. Je comprends. Tu as des joueurs, des défenseurs qui sont aussi à long terme. C'est un podcast sur le Canadien, mais en même temps, je pense que tu te dois de faire de la place comme tu l'as fait cette année avec quelques jeunes joueurs pour qu'ils puissent se développer, que ce groupe-là continue d'aller vers le but qu'ils sont en train de bâtir cette année là, du côté du Canadien. Ouais, mais à la lumière de nos discussions, Cédric, c'est clair que l'organisation avance au niveau des attentes, avance au niveau du bassin de joueurs qui est de plus en plus de qualité.
veut pas au niveau du talent brut, de la profondeur, ça s'améliore. Il y a 4 ans, on aurait dit que Joshua Roy et Sean Farrell, ça a commencé à être compliqué de se tailler un plus dans la Ligue nationale. Peut-être que personne nous aurait cru, tu comprends? C'était des espoirs de premier plan, puis là, il y en a qui on repêche bien. Chez les Canadiens, c'est assez clair. Pascal Vincent qui a encore louangé le travail de Nick Bobrov, de Martin Lapointe, et avec raison, parce qu'il y a des espoirs qui font très, très bien. Puis j'ai hâte de voir Protz et Pickford la saison prochaine. Rorer, peut-être sur une saison complète avec le Rocket, qui sait, la saison prochaine. Mais, puis là, de voir le Canadien au deuxième tour des séries éliminatoires, de voir le Rocket connaître une saison du genre. Les attentes sont élevées, mais on dirait que j'ai rien pour qui justifie mieux ça que la réponse de Pascal Vincent. C'est une longue réponse, mais sur la qualité de l'organisation présentement, puis les attentes qui sont élevées. Puis il y a des raisons à ça, pourquoi les attentes sont élevées. Puis on vous fait entendre Pascal Vincent à l'instant même. On rentre dans une époque qui commence à être super intéressante pour Montréal et Laval, mais l'organisation, parce que là, les attentes sont de plus en plus élevées. Puis je pense pas que ça va changer l'an prochain. Je pense que ça va monter encore plus. Mais ça, pour gagner, il faut que tu ailles chercher ces attentes-là. Il faut que tu ailles chercher ce privilège-là que les gens disent « OK, là, eux autres là, sont bons. » Puis je pense qu'on est rendu là. On avance vers ça anyway. Par contre, la réalité au quotidien de la Ligue nationale versus la Ligue américaine est complètement différente. Nous autres, il y a beaucoup de changements. Il y a des joueurs rappelés, il y a des joueurs blessés. Un joueur blessé à Montréal, ça nous affecte nous autres. Donc, notre réalité à nous est très dépendante de la situation de Montréal. Mais de dire qu'on a eu 2 saisons avec beaucoup de succès comme on l'a fait cette année, ça dit beaucoup de la qualité de nos joueurs, de la façon dont on a drafté. Tu sais, je l'ai dit l'an passé, puis je le redis cette année, c'est la façon dont Martin Lapointe et Nick Bobrov ont drafté. Ils font du travail exceptionnel. Là, on a une belle profondeur, puis on a d'autres joueurs qui vont s'en venir. Tu sais, des jeunes défenseurs qui s'en viennent, qui sont intéressants. Un paquet de belles choses qui s'en viennent. Donc, mais de continuer à performer comme on l'a fait depuis 2 ans, c'est du travail. Mais que les attentes soient là où on est rendu, c'est fantastique parce que c'est ça que tu veux. Ouais. Et c'est le début de son énoncé. On arrive dans une belle époque. Dans une belle époque pour le Canadien dans la Ligue nationale. Puis si l'organisation continue à bien repêcher. Parce que plus les années vont passer, Cédric, plus l'organisation devra bien repêcher. Parce que là, on va commencer à investir des choix dans les transactions. Alors ça va être d'autant plus important de bien repêcher parce qu'on va avoir moins d'or au repêchage. On va avoir moins de chances de repêcher des bons joueurs. Puis la dernière question que j'ai envie de te poser cette année, Cédric, dans ce podcast, parce que c'est évidemment le dernier épisode, malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Pour cette année, en tout cas, on verra pour l'année prochaine. Il reste 1 an de contrat à Pascal Vincent. Sera-t-il là pour les belles années de cette époque-là? Ou, je sais pas, j'ai envie de jaser de la situation du coach qui, au bilan, dit qu'il n'envoyait pas son CV nulle part. Il a clairement dit que ça prenait une offre. C'est la même chose depuis l'année passée. Je pense pas. C'est pas un coach qui avait l'air de dire. J'ai pas senti que c'est un coach qui allait pas être de retour l'an prochain, évidemment. Je pense qu'on est du même avis là-dessus, Vincent. Je pense pas que. Tu sais, pour lui, c'est un gars de Laval. Il est fier d'être coach pour le Rocket. Est-ce qu'il y aura une opportunité ailleurs, au terme de ce contrat-là, ou peut-être avant ça? C'est pas impossible. Mais tu sais, être coach en chef à Laval. C'est encore jeune. C'est ça, il est encore jeune. Est-ce qu'il la question de la Russie, je pense que c'est venu sur le sujet dans son point de presse. Est-ce que c'est une possibilité, surtout avec sa réponse sur Bob Hartley aussi, là, qui est venu sur le sujet tantôt. Il n'a pas fermé la porte, évidemment. Pour moi. Non, mais il a dit qu'il n'était pas rendu là. Exact, mais. Ça m'avait l'air d'un. Moi, Pascal Vincent a l'air d'un coach qui. Ben, en fait, pas un coach, un homme qui n'a vraiment pas abdiqué sur un rêve d'être coach en chef dans la Ligue nationale et avec raison.
Je pense que les chances qu'il y retourne sont quand même encore, pour moi, assez élevées. Ouais, élevées. Tu sais, elles sont là encore, ces chances dans le bon fit. Tu sais, c'est un jeune coach de nouvelle génération, un bon communicateur. On s'en va vers là. Tu sais, quand tu regardes Pittsburgh qui a connu ce succès-là avec Dan Muse, tu sais, un coach dans ce genre-là, tu sais, veut pas, on leur fait de plus en plus de place. La plus vieille génération est en train de partir, même s'il y a des entraîneurs de la vieille génération qui ont toujours du succès. Là. Joel Kenville, John Tortorella, tu sais, c'est flabbergastant quand même. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, mais il y a différents virages qui peuvent se prendre pareil. Puis moi, je suis persuadé que Pascal Vincent va, tu sais, évidemment, je suis pas sûr qu'il retournerait comme adjoint, par exemple. Du moins, pas de laisser un poste à Laval pour ça, mais il a l'air d'un coach qui, c'est ça. Autrement dit, je vais rester à Laval tant aussi longtemps que j'aurai pas cette offre-là pour être en chef dans la Ligue nationale. Puis la KHL, on verra, peut-être. Ouais, puis on verra l'année prochaine, évidemment, Vincent, mais si le Rocket est capable de... Je pense que le Canadien doit garder Pascal Vincent le plus longtemps qu'il est capable de le garder. Là. Je suis pas d'accord avec tout ce que fait Pascal Vincent dans une année, mais j'ai pas eu à remettre en question beaucoup de ses décisions non plus. Tout faisait du sens. Ouais. Je pense que c'est un entraîneur qui est parfait et qui demeure parfait pour ce que le Canadien veut accomplir. Là. Les résultats sont là, tu sais, je veux dire. Le développement, surtout. C'est le développement. Oui, mais même les résultats. Dans le développement, c'est incroyable. C'est ça, exact. C'est quand même deux sacres de la section nord. C'est une demi-finale de la Coupe Calder. Cette année, on aurait espéré au moins se rendre au même endroit. Comme on dit souvent, les séries éliminatoires de la Ligue américaine, c'est tellement aléatoire. On revient à notre premier bloc. Des fois, il y a tellement de choses, de facteurs extérieurs qui viennent influencer ça. Mais bref, ça va être intéressant dans la prochaine année de suivre la situation, de Pascal Vincent, signé un contrat de 3 ans, lui en 2024, été 2024. Alors, ce sera sa dernière année. On va voir ce qui va se passer cet été. Je serais surpris qu'il quitte. Il y a moins d'ouverture de postes dans la Ligue nationale cette année, mais que l'année dernière, il y en avait énormément, des ouvertures de postes. J'étais plus nerveux au cours de l'été 2025 quant à son départ que cette année. Ça, c'est mon feeling. Sait-on jamais, quoi, il y a le poste à Toronto. Combien il y a de postes? J'ai pas trop suivi ça. Je sais pas si t'en as un autre en tête. Toronto est là. Il y a bien sûr Edmonton. Edmonton, on va laisser partir Chris Block cette année. Écoute, l'année passée, je pense qu'il y en avait 8-9. Cette année, on n'est pas là. On n'est pas à 8-9 pour le moment, mais bref. Mais tant qu'on ne passera pas du côté de la Ligue nationale à un changement de garde, d'arrêter de recycler les coachs comme Tortorella qui arrive en fin de saison. Écoute, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas parce que ça marche. C'est ça, exactement. Tant que ça n'arrivera pas, ça va être de plus en plus difficile. Puis il y en aura un changement de garde un jour, selon moi. Je pense pas que ça va être infini parce que tous les coachs. Il y a tellement de choses qui sont... Il y a eu des stats avancées, évidemment, qui sont de plus en plus présentes dans le monde du hockey et tout ça. Et puis les coachs vieillissent aussi. Je veux dire, maintenant, il faut que tu de ta place. Tu coaches plus jusqu'à 91 ans, là, mais Rick Bowness, du côté de Columbus, il y a quel âge? C'en est un autre, là, un vieux de la vieille. Wow! Anyway, Sen, je te remercie pour on est 26, 27 épisodes de la saison 27. On termine d'enregistrer notre 27e. Merci à Shane Gaumont qui a été là pendant toute l'année avec nous autres. Ça a été incroyable de travailler avec lui à la production. Il fait un travail extraordinaire avec SIC, puis il a fait un travail extraordinaire avec nous autres. Merci, Seth, de ta collaboration au cours de la saison. Je te laisse avec un petit mot de la fin également avant de remercier les gens d'avoir été des nôtres. Évidemment, merci à Shane, comme tu l'as dit. Merci à SIC pour l'opportunité. Exact. C'est le fun d'avoir la chance de parler à nos fans, aux fans du hockey, les fans du Rocket, évidemment. Puis tu l'as bien fait, Vincent, mais toi aussi, hein, il faut te remercier parce que le temps, l'assiduité que tu as mis dans ce podcast tout au long de la saison, puis c'est pas différent de ton travail de tous les jours, évidemment, mais il y a une raison pourquoi ce podcast-là, il y a eu un succès cette année, à cette première année, c'est parce que tu y as mis du temps, du cœur. Et puis on s'en est fait parler, les gens de la Place Belle nous ont... J'étais content d'avoir des commentaires des gens qui... Des fois, tu le sais pas. Moi, je fais le podcast, puis...
les gens aiment-tu ce qu'on fait? Non, les gens qui ont été des nôtres, puis merci d'avoir été là. C'est ça. Oui, exactement. Merci à toi, Vince. Puis ça a été un plaisir de collaborer avec toi tout au long de cette année-là encore. Pareillement. Alors, bonne saison estivale à toi. Bonne mousse avec un S, Cédric, au cours de l'été. C'est le moment d'en profiter pour nous. Oh, il y en aura certainement au cours de l'été, là, et un peu de travaux extérieurs. Là, c'est ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. Mais merci aux gens qui ont été à l'écoute tout au long de la saison. On espère vous retrouver la saison prochaine. Pendant ce temps-là, moi puis ça, donc. On va se plugger dans le mur, puis on va espérer revenir pour une saison 2026-2027 du Rocket. Pendant ce temps-là également, bon restant de série dans la Ligue américaine. Continuez à regarder ça et surtout, prenez soin de vous autres. Salut la gang. Bon été. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.